Quand l'économie sociale et solidaire fait l'actualité, ça se passe sur Mediatico. Bienvenue dans notre émission ESS On Air, où nous recevons aujourd'hui Jérôme Sadier. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes le président du Crédit Coopératif, le président de CoopFR, le mouvement coopératif, et vous êtes aussi président de ESS France. Et c'est à ce titre qu'on vous reçoit aujourd'hui. Alors ESS France, juste en un mot, c'est la structure faîtière qui regroupe toutes les familles de l'économie sociale et solidaire en France, donc les entrepreneurs sociaux, les associations, les mutuelles, les fondations et les coopératives. Ce sont des acteurs qui s'engagent à trouver chaque jour des solutions pour résoudre les problèmes des Français, les problèmes de la société, problèmes sociaux notamment, pas seulement mais notamment. Et en ce moment, quand on regarde l'actualité, avec ces émeutes, avec les restaurants du cœur qui brûlent, avec le secours populaire qui brûle également, qu'est-ce que ça vous inspire, Jérôme Sadier? Écoutez, vous avez bien fait de rappeler que l'ESS était en grande partie tourné vers la satisfaction des besoins sociaux. C'est vrai, même si ce n'est pas que ça. Néanmoins, dans la période qu'on vient de vivre, mais à vrai dire, si on a les yeux suffisamment ouverts sur le monde, on voit bien que ce n'est pas seulement ces derniers jours que la question se pose. On est face à un enjeu, je ne peux pas dire qu'il est historique, parce que ce n'est pas utile d'employer des grands mots, un moment qui n'est pas forcément le plus approprié pour faire des effets de manche, mais en tout cas, à titre personnel, comme je pense beaucoup de gens, enfin, mon sentiment se partage aujourd'hui entre la colère et la consternation, parce que la colère, elle a plein de raisons de s'exprimer aujourd'hui, ou constitue, et la consternation, quand on essaye de résoudre des problèmes précisément, de trouver des solutions, de parler positivement de ce qui peut se faire de la société, de tous ceux qui s'engagent, etc., c'est vrai qu'on a le sentiment que les choses sont tellement fragiles et qui peuvent être détruites en une seule nuit, en compromettant le vivre ensemble. Et si on se projette le jour d'après tout ça, qu'est-ce qui reste en fait? Un sentiment de profond gâchis, à vrai dire. Et c'est à ça maintenant qu'il faut s'atteler, mais sans doute de manière peut-être plus radicale que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore quand sera le jour d'après, parce que la situation n'est pas calmée à l'heure qu'il est aujourd'hui en France. Colère et consternation, contre qui? Contre les jeunes de 14 à 18 ans qui sont en train de faire n'importe quoi, ou contre le gouvernement qui serait sourd à la demande des Français? C'est bien le problème, c'est que tout le monde a des raisons d'être en colère contre tout le monde, en fait, aujourd'hui. Si encore on avait un objet de colère destiné contre une personne ou une institution en particulier, je ne dis pas que ce serait plus simple ou plus sain, néanmoins, ce serait plus lisible. Voilà. Le problème qu'aujourd'hui, c'est que les colères sont nombreuses. Elles viennent de situations sociales de longue durée, elles viennent d'un manque d'espoir, elles viennent de la façon dont les gens se sentent traités d'une manière ou d'une autre, elles viennent du conflit social qu'on a vécu encore récemment. Donc forcément que ces colères... Les retraites, les gilets jaunes avant. Elles s'additionnent en fait, et au bout d'un moment, les faire en sorte qu'elles trouvent leur débouché devient de plus en plus difficile. Pardon pour l'image, mais faire entrer le dentifrice dans le tuyau est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Dans le tube, pardon, pas dans le tuyau. C'est de plus en plus compliqué, évidemment. Et la question, c'est quels sont les moyens, quelles sont les personnes, les collectifs qui vont pouvoir faire rentrer le dentifrice dans le tube, à vrai dire. Alors, est-ce que l'économie sociale et solidaire a les moyens de recoudre la République? J'utilise exprès le mot recoudre parce que c'est ce lien social qui se casse, qui est rompu, qui se délite. Comment est-ce qu'on fait pour recoudre et est-ce que l'ESS est à sa place? Vous savez, j'ai publié un livre il y a un peu plus d'1 an maintenant qui faisait en sorte que, qui disait que l'ESS était un facteur de réconciliation de la société. Je n'ai pas changé d'avis en 1 an. À vrai dire, je pense même que c'est de plus en plus vrai, à condition de vraiment parier sur l'économie sociale et solidaire, et notamment sur les acteurs qui, sur les territoires, essaient de résoudre les choses, en fait, de résoudre les problèmes. L'ESS, elle est profondément ancrée dans les territoires. Elle repose sur l'animation de collectifs. Elle essaie de faire vivre la démocratie. Elle essaie d'être inventive, innovante. Elle essaie aussi, d'ailleurs, de faire vivre un imaginaire, en fait, du bien vivre ensemble. Donc, évidemment qu'elle est disposée à ça. Le problème, il est que ça fait longtemps maintenant que l'ESS, mais dans d'autres circonstances, on appellerait ça les corps intermédiaires, les partenaires sociaux, etc. On n'a pas la considération suffisante pour ça. Les médias ne s'y intéressent pas, les politiques ont supprimé les formes d'intermédiation parce qu'ils pensent qu'ils veulent avoir les manettes et qu'ils peuvent agir sur la société sans pouvoir ou avoir à se reposer sur les corps intermédiaires. Tout ça est une erreur, c'est un non-sens en fait. Et on finit par en voir les dégâts d'ailleurs. Dans les quartiers les plus difficiles, on voit bien d'ailleurs, les travailleurs sociaux ne sont plus là en fait. Ou alors lorsqu'ils sont là, c'est parce que ce sont des institutions. Or, les institutions sont rejetées. C'est pour ça qu'en fait les jeunes se sont pris aux institutions.
Et ils s'en prennent même aux maires aujourd'hui, qui jusqu'ici sont les élus préférés des Français parmi l'ensemble de la population d'élus. Et pourtant, même eux, aujourd'hui, payent les pots cassés. Oui, et heureusement qu'ils sont encore en première ligne, parce qu'ils font partie de ceux qui font vivre la République en première ligne. D'ailleurs, ils étaient réunis à midi aujourd'hui devant chacun des hôtels de ville, et c'est un moment important, en fait. Il faut que chacun se ressaisisse, véritablement, mais ça s'adresse évidemment aussi à nos gouvernants qui doivent avoir confiance dans la société. Le fait est aujourd'hui que c'est que le sentiment, il est quand même assez profond, je crois, dans notre société. Moi, je ne fais pas, comment dire, j'accrimine pas les gens en particulier, mais le fait est quand même qu'il y a un écart qui est phénoménal. On est censé être dans les 100 jours de l'apaisement décrété par le président de la République. Il me semble que je ne sais pas combien on est aujourd'hui, au 80e peut-être et quelques. On attend encore l'apaisement en fait. Et puis, on voit bien qu'il y a un rapport à la police qui est compliqué. Qui est le produit du fait que la police a été abandonnée en termes d'effectifs, sa doctrine d'intervention a changé, il n'y a plus de police de proximité, on veut faire de l'ordre pour faire de l'ordre, et puis au final, les institutions vivent sous le contrôle policier, parce que depuis les Gilets jaunes, on a bien vu que ce qui avait empêché l'Élysée de se faire assaillir, c'était les forces de police, fort heureusement d'ailleurs, au passage. Mais psychologiquement, ça crée des conditions d'une dépendance par rapport à une police qui aujourd'hui n'est plus maîtrisée non plus, en fait. Vous faisiez référence, Jérôme Sadi, à ce que vous écriviez l'année dernière. Vous disiez aussi l'année dernière, je tiens à le rappeler ici, que l'économie sociale et solidaire, qui pour certains a l'air d'être un peu poussiéreuse, en réalité, elle est plus que jamais d'actualité. Je me souviens de cette expression. Et vous avez porté, au nom de ESS France et de l'ensemble de ses acteurs, ce concept de la République de l'ESS. Vous pouvez nous en dire un mot ? Écoutez, pardon d'être un peu grave peut-être, parce qu'en fait, la situation depuis ces derniers jours prête pas vraiment à la plaisanterie. Donc, moi, je suis vraiment inquiet, en fait, de l'état de notre République. Peut-être parce que j'ai connu d'autres époques, comme beaucoup d'autres, mais ça, c'est lié à l'âge, lié aussi aux engagements qu'on a pu avoir les uns ou les autres de la société, dans la politique, dans le syndicalisme, dans le vivre ensemble plus globalement, en fait. Et bien sûr qu'on a le sentiment de perdre un peu nos repères par rapport à cette situation. La responsabilité, elle est politique avant tout. Après, elle est collective. Chacun dans ses responsabilités individuelles, collectives, sociales, etc., économiques, dans l'entreprise, il a sa propre responsabilité. Donc c'est une nécessité de se ressaisir. Et quand j'ai parlé de la République de l'ESS, c'est parce que je considère, et je pense que c'est assez partagé, que ce qui a été construit par l'ESS depuis au moins un siècle, voire 150 ans, contribue aujourd'hui à notre contrat social. S'il n'y avait plus d'ESS en France, notre contrat social ne serait pas le même. J'ose même pas imaginer dans quel état on serait aujourd'hui s'il n'y avait pas tous ceux parmi les acteurs sociaux qui ont construit ces liens, qui continuent encore à les faire vivre vaille que vaille, même que lorsqu'ils sont méprisés, en fait. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un grand plan, en fait, pour la République. Il y a plusieurs plans, et tous ne nous concernent pas présentement dans cet entretien, et moi, je pense qu'il y a besoin d'un grand plan pour l'éducation populaire dans ce pays. Alors, c'est un mot qui peut être un peu... qui peut apparaître comme un peu vieillot à certains égards. Mais peut-être que vous allez le rénover. Plus que jamais, et puis surtout, elle prend des formes renouvelées de toute façon. On a besoin d'agir au plus proche des gens, on a besoin de faire en sorte de leur donner de l'espoir, de faire en sorte qu'il y ait de la proximité avec eux, et c'est à nous de le faire. Ce n'est pas l'État qui le fera tout seul. Alors les maires, ce midi, étaient rassemblés devant leur mairie et appelaient d'ailleurs les associations, notamment à les rejoindre, et les citoyens à les rejoindre pour faire corps, pour passer un message fort. Ce soir, Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire, devait réunir à son ministère un certain nombre d'acteurs et de têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire pour célébrer sa première année à la tête du ministère. Cette cérémonie a été annulée. Parce que, dit-elle, le temps n'est pas à faire la fête. Enfin, d'ailleurs, non, c'est moi qui le dis comme ça, c'est pas elle qui l'exprime comme ça. Donc la cérémonie a été annulée. Mais Marlène Schiappa est la personne qui, lorsqu'elle a pris en charge son ministère, a tout de suite demandé à évaluer la loi de 2014 de l'économie sociale et solidaire. Et je voudrais qu'on en vienne là parce que, Jérôme Sadi, vous avez résisté très vite à cette idée de revoir la loi ESS de 2014. Je me trompe? Moi, en tous les cas, c'est ce que j'ai senti entre les lignes dans vos discours. Non, c'est pas tout à fait vrai, parce que je fais partie de ceux qui ont d'emblée rappelé à la ministre que la loi prévoyait une évaluation, et que je pense qu'elle était nécessaire. Donc, je n'étais pas du tout réticent à la question de l'évaluation de la loi ESS. Ça me paraît normal, d'ailleurs, d'évaluer toute loi. D'ailleurs, comme je pense qu'on fait beaucoup trop de lois, ce serait bien qu'on réfléchisse un peu avant de les faire, à vrai dire. Donc, quand la loi devient un objet de communication plus que de politique publique, ça pose un problème. En l'occurrence, je pense que cette loi portait en germe des politiques publiques.
instinctivement, depuis quelques années, je sais que les politiques publiques qui étaient prévues n'ont pas été mises en place. Donc je n'avais aucune raison de freiner l'évaluation de la loi de 2014. Donc c'est ce qui a été fait. Le Conseil supérieur en a été saisi, il a rendu son avis, on a voté dessus la semaine dernière. La semaine dernière, oui, le 23, le 23 juin. Et moi, je suis satisfait des conclusions du Conseil supérieur de l'ESS. Ça consiste à dire quoi? Parce que la loi elle avait deux dimensions, enfin trois. Il y avait une mesure. Disons d'abord que c'est une loi cadre. Une loi cadre qui non, c'est pas une loi cadre, c'est jamais appelé comme ça, on va dire. Donc, c'est une loi de reconnaissance d'abord. Donc, elle fixe un périmètre institutionnel, elle donne une définition de l'ESS. Ensuite, il y a tout un corpus qui consiste à donner des outils pour fonder des politiques publiques. Et puis, il y a une troisième partie, qui est déjà la plus importante, qui comprend plein de mesures catégorielles sur les mutuelles, les coopératives, les associations, etc. Cette dernière partie, d'ailleurs, à vrai dire, n'est pas la plus contestée. Il y a peut-être des ajustements à faire d'un point de vue réglementaire ou législatif. C'est pas ça qui pose le plus de problèmes. Sur la première partie, c'est sur la reconnaissance. Là, on voit qu'il y a un fort consensus, un quasi-consensus, à vrai dire, sur le fait de dire que le périmètre est le bon, les institutions fonctionnent vaille que vaille. Il y a un sujet autour des chambres régionales de l'ESS qui n'ont jamais été dotées des moyens, je dis bien jamais dotées des moyens pour assumer des fonctions qui sont régaliennes. Et donc là, on a un sujet et on l'a dit. Et puis au milieu de tout ça... De quelle fonction vous parlez? Ce qu'on appelle l'accueil, l'information et l'orientation des entreprises de l'ESS. La loi dit que l'institution qui, dans les régions, doit permettre d'accueillir des entreprises de l'ESS pour s'immatriculer, pour obtenir des conseils pour la création, le développement, pour le financement, choisir des statuts juridiques, etc., ce sont les CRES. C'est ce que dit la loi. Ces missions n'ont jamais été financées. Je veux dire, en moyenne, les CRES reçoivent de l'État 80 000 € par an pour faire ça. Donc vous voyez qu'on est un peu loin, à vrai dire, du compte si on compare à d'autres écosystèmes, par exemple les chambres consulaires qui, elles, sont payées par nos impôts principalement. Moi, j'aimerais bien que les CRES soient payées par nos impôts aussi, à vrai dire. Et le corps central de cette loi, c'était les outils pour fonder des politiques publiques, pour développer l'ESS. C'est là que le bas blesse aujourd'hui, parce qu'il y a très peu d'éléments de politique publique qui ont été mis en place depuis 10 ans, donc c'est un crime différent type de gouvernement. Donc il n'y a pas de... Là-dessus, il faut être équanime, il n'y a pas de sujet. Mais c'est ce que dit le Conseil supérieur. En fait, sur l'essentiel, la reconnaissance, il n'y a pas de sujet. Sur les mesures catégorielles, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas très compliqué à modifier. Par contre, sur ce qui doit fonder les politiques publiques, là, il y a un problème. Un problème d'argent, un problème de volonté, de structuration de l'État, de rapport aux collectivités territoriales. Et là, on a dit, il nous faut une loi de programmation budgétaire, pas une nouvelle loi sur l'ESS. Une loi de programmation, c'est-à-dire une loi qui programme les efforts à fournir par la puissance publique pour être à la hauteur des attentes de la loi. Donc c'est une loi complémentaire, en fait, c'est ça? C'est une loi complémentaire, mais ce ne fait pas une nouvelle loi sur l'ESS. C'est une loi qui ancrera pour plusieurs années les efforts que l'État va faire, et les collectivités territoriales peut-être avec, pour développer vraiment l'ESS. Vous avez un chiffre budgétaire en tête qui Non, permettrait... pas à ce stade, parce qu'on est en train d'y travailler encore, mais je pense qu'on pourra y répondre d'ici la fin de l'année. Et de son côté, la ministre a mandaté la Direction générale du Trésor à Bercy pour lui faire des propositions en la matière. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on reprécise un petit peu ce Conseil supérieur de l'ESS. Il est présidé par Marlène Schiappa. Il est officiellement présidé par la Première ministre. Par la Première ministre. On n'a jamais vu, mais il est rattaché directement à la Première ministre. Et à défaut, c'est le ministre ou la ministre en charge de l'ESS. Et ce Conseil supérieur ressemble quasiment à une trentaine de représentants? Non, 70, qui représentent toutes les familles d'acteurs de l'ESS, plus des personnalités qualifiées, plus des parlementaires, plus des représentants des organisations patronales et syndicales, plus les administrations, donc ça fait 70 et quelques personnes. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le Conseil supérieur de l'ESS a dit, d'abord, est-ce qu'il a dit qu'il fallait revoir la loi? Non, il a dit qu'il faut une loi de programmation. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Oula, l'avis fait 150 pages. Jérôme Sadier, il y avait un point... Mais si vous voulez m'entraîner sur l'article 1 de la loi... Il y avait un point crucial qui était celui de l'article 1. Est-ce qu'il faut retravailler la définition de l'économie sociale et solidaire? Non, la réponse est unanimement non, à une exception près de quelqu'un qui ne représente même pas le mandat pour lequel il était désigné. Donc en fait, on a passé plusieurs mois... Oui, je sais bien, mais on a passé plusieurs mois sur les lubies de quelques personnes qui parlent d'une ESS qu'ils ne connaissent pas. C'est un jugement sévère? Oui, sévère, oui. Parce que
ces lubies, comme vous dites, ont mis un petit peu le bazar dans la famille de l'économie sociale et solidaire? Il faut le bazar. Non, parce qu'à la fin, tout le monde est unanime. Donc en fait, non, on a perdu beaucoup de temps, c'est tout. Parce que 4 mois passés à parler de tout ça, sans parler du reste, c'est problématique, oui, effectivement. Donc l'idée était de dire que la définition de l'économie sociale et solidaire ne représentait pas suffisamment le monde de l'entrepreneuriat social. Ce qui est faux par ailleurs. Alors, en réalité, le mouvement Impact France... C'est même pas le sujet, en fait. La plupart des entrepreneurs sociaux ne sont pas adhérents au mouvement Impact France, ni même d'ailleurs dans aucun collectif à la noix, si je peux me permettre. Les entrepreneurs sociaux, ils sont soit adhérents nulle part, parce que personne n'essaye de les toucher vraiment, hormis ceux qui font de la mousse sur les réseaux sociaux, et la plupart surtout sont adhérents chacun dans les CRES, en fait. De ce qu'on appelle les sociétés commerciales de l'ESS. C'est-à-dire que le seul truc qui correspond à peu près à la définition de l'entrepreneur social sur le plan juridique qui a été créé par la loi de 2014. On a plusieurs centaines qui sont adhérents dans les chambres régionales de l'ESS, donc adhérents à ESS France. Personne ne les représente, ceux-là. On a à côté de ça le MIF qui est devenu ce qu'il est devenu. Mouvement Impact France. Le Mouvement Impact France qui est devenu autre chose que mouvement d'entrepreneurs sociaux. Depuis la nouvelle coprésidence de Pascal Demurger et Julia Faure qui viennent d'arriver, qui viendront chez Mediatico à la rentrée. C'est pas nouveau, ça date d'il y a 3 ans. En fait, l'arrivée de Pascal Demurger et Julia Faure, en fait, n'a rien à voir avec le sujet. C'était il y a 3 ans, le sujet. Le projet que mettent en œuvre aujourd'hui Pascal Demurger et Julia Faure a été voté il y a 3 ans. Et d'ailleurs, moi, j'ai quitté à l'époque le mouvement d'entrepreneurs sociaux parce que j'étais en désaccord avec cette évolution qui faisait perdre de la substance. C'est mon seul point d'accord avec ceux qui ont critiqué Pascal Demurger et Julia Faure, au passage. Le seul. Donc, en fait, ce sujet date d'il y a 3 ans. Ceux qui se réveillent aujourd'hui pour le critiquer, pour dire que personne le font, s'ils le veulent, mais ce n'est pas la peine d'emboliser l'écosystème de l'ESS et l'activité de l'ESS avec des sujets qui n'en valent pas la peine. Il n'empêche que Pascal Demurger a proposé, avec Julia Faure, d'ouvrir la gouvernance du mouvement Impact France à des entreprises à impact, à des entreprises à mission, qui ne relevaient pas de l'entrepreneuriat social, y compris à KPMG, qui au dernier moment a retiré sa candidature. Et donc, voilà, ça pose la question de la représentation de l'entrepreneuriat social dans les instances dirigeantes de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, est-ce que le mouvement Impact France représente les entrepreneurs sociaux dans ESS France? Vous avez raison d'aborder le sujet, mais en fait, encore une fois, il y aurait une erreur de timing, parce que la décision de faire entrer ces entreprises ne date pas de Pascal Demurger et de Julia Faure, il date d'il y a plus d'1 an, en fait, lorsque les statuts du mouvement Impact France ont été modifiés précisément pour les faire rentrer. Est-ce que les impétrants, qui ont encore une fois animé ce débat, ont protesté à l'époque? Non. Jamais. Est-ce qu'ils ont voté contre? Non. Est-ce qu'ils l'ont dit au sein de ESS France? Non. Donc en fait, qu'ils contestent l'arrivée au pouvoir de Pascal Demurger et Julia Faure, c'est leur problème, c'est pas le mien. J'ai pas à voter, j'ai pas à m'exprimer, etc. Moi, j'enregistre ce qui se passe chez les membres de ESS France. Mais ce sujet a été tranché politiquement il y a 3 ans, l'année dernière sur la refonte des statuts. Après, il y a le choix des entreprises. Je ne le considère pas comme particulièrement opportun pour ce qui me concerne moi. Mais je n'ai pas à me prononcer sur la question. Je ne vote pas au sein du mouvement Impact France, ça veut dire. Il n'empêche qu'il y a eu cette ébullition dans le monde de l'économie sociale et solidaire à l'occasion de cette candidature de la nouvelle coprésidence. Donc voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. Tout à fait. Mais moi, j'en tire des conclusions. Je sais que la plupart des entrepreneurs sociaux ne sont pas ailleurs que dans les CRES ou nulle part et pas au MIF. Voilà. Ils ne sont pas au mouvement Impact France pour la plupart. Il y en a quelques centaines. Il y a quelques centaines d'entreprises qui sont... C'est 900 entreprises, le mouvement Impact France. Moi, je parle de 200 et quelques mille entreprises dans l'ESS. Donc, on va maintenant essayer de parler des vrais chiffres, pour le coup. Le MIF, c'est 900 entreprises. Moi, je représente plus de 220 000, on va dire. Donc, on va essayer d'être un peu posé. Et le collectif qui conteste les 900, ils sont quelques dizaines, à tout casser. Donc, on va s'intéresser quand même d'abord à ce qui compte vraiment. Et moi, dans les 200 et quelques mille, qui ne sont pas dans les autres, j'en ai plusieurs centaines qui sont dans les chambres régionales de l'ESS, qui sont des entrepreneurs sociaux, qui sont des sociétés commerciales de l'ESS, qui se revendiquent de la loi de 2014. Et ceux-là, je vais faire en sorte qu'ils soient bien représentés au sein de ESS France. Le MIF est membre de ESS France jusqu'à nouvel ordre. Donc on verra avec eux comment on s'organise pour ce faire. On va d'ailleurs rénover nos statuts ESS France. Donc on verra s'ils ont encore leur place à cette occasion-là, ou si c'est une autre forme de partenariat, d'action, on verra très bien avec eux. Dans les mois qui viennent, il n'y a rien de tranché à ce stade, on va s'en parler tranquillement. Mais en l'occurrence, moi je ne me fais pas entrer dans un débat qui n'a aucun sens. Vous avez quand même un regard très précis sur les entreprises à impact.
Vous vous exprimez régulièrement sur les réseaux sociaux sur le sujet, et donc sur les entreprises membres du mouvement Impact France. Vous pouvez nous dire quelle est la différence fondamentale que vous voyez entre les entreprises à impact et les entreprises de l'économie sociale et solidaire? Il y a une fondamentale déjà, c'est le rapport à la lucrativité. Dans l'économie sociale et solidaire, nous n'avons pas de but autre que celui d'essayer de satisfaire des besoins et de le faire sans penser exclusivement au profit. Une entreprise peut être parfaitement à impact, mais en cherchant à maximiser son profit. On verra bien comment elles se démerderont avec ces injonctions contradictoires, mais néanmoins, dans l'ESS, nous n'avons que des sociétés qui ne recherchent pas le profit, et qui d'ailleurs, pour ce faire, choisissent des formes de propriété qui sont collectives, qui n'ont pas d'actionnaires la plupart du temps, quasiment pas, et d'avoir un mode de gouvernance qui est démocratique et participatif. L'entreprise d'impact, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, encore une fois, je dis toujours la même chose. Je trouve ça très bien que les entreprises capitalistes à fonctionnement, structuration et motivation capitaliste essaient d'avoir un impact positif. Je rajoute positif. Parce qu'en fait, un impact, ça peut être positif ou négatif. Moi, mon impact sur mon pare-brise de voiture, il n'est pas positif, en fait. Vous voyez, donc, qu'elles aient un impact positif, moi, c'est très bien. Si ça peut matricer leur modèle d'entreprise, c'est encore mieux, c'est quand même pas tout à fait prouvé. Mais il y a bien deux choses distinctes. Après, il peut y avoir des entreprises de l'ESS qui font le choix d'être en même temps membres du mouvement Impact France, c'est le cas de certaines d'entre elles, d'autres qui iront plutôt chercher dans les sociétés à mission, etc., parce qu'elles pensent que c'est un petit plus qui leur est important pour mieux qualifier ce qu'elles font. Mais en fait, les choses sont vraiment totalement distinctes, parce que les motivations ne sont pas les mêmes, les structures juridiques ne sont pas les mêmes, puis à la fin, philosophiquement, il y a quand même une différence fondamentale. Se proclamer impact amène à compter. Compter, tout compter. Moi, je ne pense pas que dans l'ESS, on passe notre temps à compter, en fait. Parce que tout ne compte pas ou tout ne se compte pas, en fait. Donc on ne parle pas tout à fait de la même chose. Vous avez dit, Jérôme Sadier, que vous allez revoir les statuts de ESS France. À quelle échéance vous allez faire ça? En principe en décembre, si tout va bien. Si c'est pas en décembre, ça sera 2023. Un trimestre plus tard. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'adhérents à ESS France et beaucoup de gens qui veulent y rentrer, en fait. Donc il y a un moment, en fait, quand dans une organisation... Qui demande à y entrer et qui ne pourrait pas aujourd'hui? Des nouveaux réseaux, des grandes associations nationales, mais qui ne sont pas aujourd'hui fédérées par les têtes de réseau. Parce qu'historiquement, ESS France, ce sont des têtes de réseau nationales, mouvements associatifs, vous les avez cités tout à l'heure, les fédérations mutuelles, etc. Ce sont les chambres régionales et quelques têtes de réseau nationales. Sauf qu'aujourd'hui, on a des grandes associations nationales qui veulent adhérer directement, des centaines d'entrepreneurs sociaux, y compris ceux qui vont se réunir cette semaine, autour de Bastien-Sibylle. Beaucoup veulent rentrer à ESS France en direct, mais moi je ne sais pas les accueillir en fait. J'ai des think tanks qui veulent rentrer, j'ai des syndicats d'employeurs qui veulent rentrer, qui ne sont pas à l'UDES aujourd'hui. Donc, je ne peux pas les accueillir dans l'état actuel des choses. Donc ça nécessite de revoir en fait ce que nous faisons ensemble. Donc nous préparons à la fois des nouveaux statuts et un projet ajusté par rapport au fait que l'ESS France a grandi en quelques années. ESS France et ce que porte ESS France est attractif. Et bien ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, Jérôme Sadier, vous serez bientôt en fin de mandat à la présidence de ESS France. C'est pour quand, votre fin de mandat? C'est pour juin 2024. Juin 2024, donc d'où l'intérêt de revoir les statuts avant la fin de votre mandat, histoire de clore, oui. Non, c'est pas forcément. Non, c'est pas vraiment lié, à vrai dire. C'est juste qu'on a considéré deux choses qui n'ont, qui sont pas de stricte équivalence. Ça veut dire, d'une part, on a souhaité que le futur ou la future présidente de ESS France ne soit un peu en surplomb, soit une personnalité qualifiée, et non pas un représentant comme je suis moi aujourd'hui, un représentant de la famille coopérative et qui continue à représenter la famille coopérative. Donc c'est un ajustement statutaire, et avant de désigner la personne, on veut modifier les statuts, ne serait-ce que pour ça. Après, les statuts, c'est aussi donc l'élargissement tel que je l'ai évoqué, et puis à côté de ça, le monde change vite en fait. Le monde change vite, d'autres écosystèmes aussi, et puis on a sorti un manifeste au mois de mai dernier, qui a été signé il y a 2 semaines, c'était 450 personnes, je peux vous en donner aujourd'hui, à vrai dire. Bon, on a fait une proposition, une ESS qui soit claire sur ses principes, qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur l'ESS, qu'elle soit rassemblée, donc accueillir le plus grand nombre possible de personnes, et surtout conquérante. Parce qu'on a en fait des nouveaux terrains sur lesquels il faut aller, donc plutôt que de se tripoter le nombril, permettez-moi d'être trivial, pour savoir comment on compte l'ESS qui est dedans, qui n'est pas dedans, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont les nouveaux sujets qu'on veut adresser? On a parlé au début de notre entretien de la situation dramatique en fait de notre pays à certains égards. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Est-ce qu'on va continuer à faire des petits bouts de trucs, chacun dans notre silo, les uns à côté des autres? Ou est-ce qu'on a des vraies ambitions? Est-ce qu'on veut aller sur les data? Est-ce qu'on veut aller sur la mobilité, la prise en charge du vieillissement, mais vraiment de façon accélérée, parce que ça fait 10 ans
qu'on attend une loi digne de ce nom de la part de l'État? Est-ce qu'on veut prendre en charge les choses comme on l'a fait il y a des dizaines d'années avant d'attendre que l'État le fasse lui-même, en fait? On a plein d'enjeux sur la sécurité sociale de l'alimentation, sur la question de la ruralité, on a plein d'enjeux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut faire pour être conquérant maintenant? Vous avez tellement d'enjeux, tellement d'idées que j'entends que vous êtes candidat à votre succession. Pas du tout. Non? Pourquoi? D'abord parce que je ne le peux pas. Parce que dans les statuts de l'ESS France, mais vous allez les revoir. Mais on ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs de 2 ans. Et j'aurais déjà fait 1 an et demi de plus, parce qu'en fait, cette règle date du moment où on a fusionné avec le Conseil social des Crèces, pardon pour la petite histoire. Donc en fait, j'aurais déjà fait 5 ans et demi à ce moment-là. Je trouve que c'est une durée qui est assez raisonnable. Accessoirement, j'ai trop de mandats. D'ailleurs, certains me le reprochent parfois. Ils ont d'ailleurs parfaitement raison. C'est pas bon pour la santé. Donc, je vais me consacrer au crédit coopératif et à Copéfer, ce sera déjà pas mal. Et à la VIS, par ailleurs, que je conserve. Quel est, oui, parce que vous êtes président de la VIS aussi, on ne l'a pas dit au début. Quel est le bon profil de la personne qui vous succédera? Ah, le bon profil. C'est un mouton à 5 pattes, par définition. Mais alors, je vous rassure, je ne crois pas être irremplaçable. Donc, on trouvera forcément quelqu'un qui fera au moins aussi bien, voire mieux. Une personnalité qualifiée, vous avez dit? Oui, enfin, le statut sera celui de personne qualifiée. Ça ne veut pas dire que ce sera quelqu'un qui vient de nulle part. Hein. Donc, ce sera quelqu'un qui connaît très bien notre environnement, qui peut avoir eu un parcours militant, de dirigeant, on verra bien. Ça peut être un homme ou une femme. Je pense que ça serait bien qu'il soit moins âgé que je ne le suis. Mais je ne suis pas tellement vieux à 53 ans bientôt, mais néanmoins, un petit saut de génération ne serait pas totalement inconvenant, à vrai dire. Puis après, voilà. En plus, si ça pouvait être une femme. Évidemment, et puis en plus, bien sûr. Maintenant, on verra bien. Hein. Je n'invente pas les candidatures. Donc, non, mais il y a déjà des profils qui se dessinent. On va faire ça de manière transparente pour la première fois. D'ailleurs, je pense que ça va être très transparent. Et puis, il faut du sens politique. Il faut avoir envie de construire, être un bon manager. Voilà, toute chose que quelqu'un fera mieux que moi. Alors, Jérôme Sadier, vous avez dit que vous allez vous contenter de Copéfer et du crédit coopératif. On est à la veille d'un remaniement gouvernemental. Ah bon? Oui, vous le savez très bien. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui se passera des décisions du Conseil supérieur de l'ESS et des intentions qui en sortent actuellement après un remaniement gouvernemental. Mais est-ce que vous avez imaginé la possibilité qu'Emmanuel Macron vous appelle à diriger un secrétariat d'État à l'ESS? Absolument pas. Vous pourriez? Je ne crois pas. Vous diriez oui? Je ne crois pas. Et après le remaniement gouvernemental, quel avenir donner à la République de l'ESS? C'est ce grand mouvement qu'on a voulu illustrer par le manifeste, en fait, parce que la République de l'ESS, c'est une déclaration de principe, dont je souhaite d'ailleurs qu'elle soit mieux appropriée par les acteurs de l'ESS. Donc, en même temps, c'est pas si vieux que ça, hein, ça fait qu'1 an et demi. Mais derrière ça, il faut passer à la phase concrète. Mais on part de loin. Hein. Vous savez, moi, je ne suis pas un très vieux militant de l'ESS, mais enfin, ça fait quand même à peu près 15 ans que je gravite dedans, quand même. Donc, on est une situation qui est totalement paradoxale. Hein. On n'a jamais autant parlé de l'ESS. L'acronyme, je ne sais pas si les gens mettent vraiment quelque chose de concret derrière, mais néanmoins, il est connu, notamment chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes, à vrai dire. Et je dirais même, l'ESS fait figure aujourd'hui d'imaginaire de substitution à toutes les idées progressistes qui ont tendance à s'effilocher un petit peu, en fait. Donc, voilà, cette ESS, elle existe, voilà, dans le paysage. Mais les acteurs de l'ESS sont insuffisamment au rendez-vous, en fait, de cet espoir qui est placé dans l'ESS. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire. Certes, je comprends que telle structure mutualiste, coopérative, associative ou je ne sais pas quoi d'autre fasse pas de son quotidien, au quotidien, la promotion de l'ESS, parce qu'on a le nez sous ces activités qui suffisent à remplir nos journées déjà, etc. Mais il faut absolument que l'ESS fasse partie de leurs activités, si ce n'est au quotidien, du moins à un rythme régulier, que leurs dirigeants en aient conscience, que les gens qui s'y engagent en aient conscience et qu'ils participent à un mouvement un peu plus large. Vous savez, lors de mes toutes premières interventions, peut-être pas la première année, mais j'avais dit qu'il fallait que l'ESS réapprenne à faire des choses plus grandes qu'elle-même. Je n'ai pas changé d'un iota là-dessus. Il faut qu'elle apprenne ça, qu'elle réapprenne à faire ça. C'est ceux qui ont fondé des mutuelles, notamment, parce que c'est une histoire que je connais bien, je ne pense pas qu'ils auraient un instant imaginé créer ce qui existe aujourd'hui, en fait. Ils ont juste essayé à l'époque de répondre à des problèmes des gens qui, une fois qu'ils étaient malades, n'avaient plus de salaire. Aujourd'hui, ça paraît incroyable. Et donc, ils ont juste inventé ça. Et aujourd'hui, il faut réapprendre dans d'autres secteurs d'activité, peut-être d'ailleurs en se concentrant sur ces nouvelles activités. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ce qu'on faisait jusqu'ici, mais néanmoins, il faut peut-être réallouer des moyens financiers, humains,
intellectuelle, en fait, pour aller chercher ces nouvelles formes d'action, en fait. Et ça, je pense que c'est pas prêt de s'éteindre, à vrai dire. Mais par contre, il nous faut une organisation, un sens du collectif qui soit beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour que l'économie sociale et solidaire puisse continuer d'agir au quotidien pour recoudre la République. Merci beaucoup, Jérôme Pradier, d'être venu chez Mediatico aujourd'hui.